Bonsoir, Philippe Prénaud, Société Iris Concept. Nous sommes installateurs et intégrateurs. Alors, qu'est-ce qu'un intégrateur? Un intégrateur, c'est quelqu'un qui va fournir du matériel de gestion, que ce soit de l'éclairage, de la clim, des stores, etc. Donc la gestion du bâtiment, et qui va en assurer la mise en service, donc la programmation pour que le bâtiment puisse fonctionner derrière. Donc différentes activités. On va dire installateur, intégrateur, multimarque. Ça, c'est quelque chose qui est assez important pour les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre. C'est qu'on va toujours sélectionner le produit le plus adapté au projet. Chaque marque a ses forces, ses avantages, et fonction du projet, est-ce qu'on fait du scénique, est-ce qu'on fait du tertiaire, est-ce qu'on fait du médical, etc. On va avoir des avantages chez l'un ou l'autre et on va pouvoir proposer à chaque fois le bon matériel. On n'est pas fixé avec une marque à toujours essayer de la pousser, même si c'est pas celle qui sera optimale au final. Et puis on a des activités aussi de recherche et développement. L'idée étant de toujours aller un petit peu plus loin, de jamais se bloquer à l'existant. En cas de besoin un petit peu atypique, on sait répondre aussi aux choses non habituelles. Donc différentes marques, comme je mentionnais, aussi bien des grands noms style ABB ou Distech Controls, un Canadien qui est maintenant en France, un Suisse, etc. Une grande marque d'éclairage que vous connaissez tous. L'idée étant, comme je vous disais, de toujours avoir un panel, un éventail de solutions, et on offre toujours la bonne solution ou éventuellement des variantes en expliquant les différences et on laisse le client final choisir. Et puis un point qui est très important pour nous, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de communiquer, aussi bien recevoir des informations que les diffuser quand on en dispose, au travers d'associations comme le Cluster Lumière ou la SBA, Smart Building Alliance, qui est une association récente en train de grossir et sur le bâtiment en général, et pas forcément sur l'éclairage en lui-même, mais plus sur une généralité du bâtiment et ce qu'on appelle maintenant les smart solutions, les smart buildings, donc toutes les choses communicantes entre elles pour optimiser non pas uniquement la clim de son côté, l'éclairage de son côté, les stores de leur côté, mais tout ensemble jusqu'à optimiser les bâtiments entre eux. On n'est plus qu'au niveau de la pièce ou de l'étage. On est maintenant en train de regarder les bâtiments entre eux, y compris avec tout ce qui est production d'énergie, de manière à optimiser les délestages, ce qu'on appelle aussi des effacements, de manière à ce que s'il y a un petit peu trop de demande, là il va commencer à faire froid. Quand il y a un peu de demande électrique, on va privilégier par exemple du chauffage au détriment de l'éclairage. On va limiter l'éclairage non plus à 100%, mais peut-être à 90%, ce qui n'est pas gênant pour le confort, mais qui va permettre à l'échelle de plusieurs bâtiments de faire des économies d'énergie. Alors, l'intégrateur, il travaille beaucoup avec des solutions communicantes. Donc ici, un panel de choses, de noms que vous pouvez entendre sur le marché, que ce soit du BACnet, du Loanworks ou du KNX, qui sont des réseaux de communication pour faire en sorte que tous les équipements travaillent entre eux. Quelques autres protocoles, Modbus un peu plus ancien, ça c'est plutôt pour de la gestion d'énergie. Tous les compteurs maintenant sont de plus en plus communicants. Ça c'est un parmi d'autres protocoles de comptage. Le DALI, qui est un bus spécifique pour l'éclairage. Et puis d'autres solutions, donc par exemple l'Océan qui fait du sans fil sans pile. Alors, on est dans la gestion d'énergie. Avoir des interrupteurs ou radio, par exemple, où on va faire des économies, où on va tirer moins de câbles dans les bâtiments, où on va se permettre des choses architecturales assez sympathiques, genre des murs en verre, on pose simplement l'interrupteur radio, il n'y a pas d'histoire de câbles qui vont venir gâcher l'esthétique. Ces interrupteurs-là, il n'y a pas de piles dedans. Sinon, si on se retrouve avec un bâtiment rempli de piles, l'économie, elle est relative, et puis au niveau de l'environnement, les brouettes de piles sont assez mal perçues. Alors quelques réalisations, on va parler un petit peu de gestion d'éclairage. La gestion d'éclairage se fait maintenant vraiment dans tous les domaines, tous les bâtiments qui reçoivent du public, que ce soit
des bureaux. Donc là, on a un énorme complexe qui est en cours de construction sur Marseille, avec ce bâtiment-là qui est quasiment terminé, lui qui est en train de se monter, et puis il y en aura beaucoup d'autres à suivre, avec une gestion complète des bâtiments, y compris l'éclairage, vraiment poussé pour allier aussi bien le confort que les économies d'énergie. D'autres bureaux standards, ça ce sont des sites médicaux. Dans les contraintes des sites médicaux, on a une exigence de confort assez élevée. Il y a un des deux centres, là c'est un centre de fin de vie. Alors certes, les gens se plaignent pas trop sur le long terme. Par contre, on essaye quand même de les mettre dans des très bonnes conditions, le plus possible de confort, pour que ça se passe le mieux possible. L'éclairage en fait partie. L'hôtellerie et le résidentiel. Donc ça, c'est de l'hôtellerie. Alors dans l'hôtellerie, on a un mix entre la gestion d'éclairage standard, on va dire, et puis l'aspect un petit peu scénique. Comme ici, cette chaîne hôtelière a des éclairages blancs, sauf à certaines périodes de l'année où on va retrouver le bleu standard de la marque, suivant les chartes graphiques. D'autres où on va avoir quelques petites animations qui sont souvent assez douces pour aider à la sérénité des gens, que les personnes qui viennent là aient une expérience agréable. Du résidentiel aussi, où la gestion commence à rentrer dedans. C'est un petit peu différent de la domotique habituelle, hein, quand on parle de domotique dans une maison où on va gérer les différentes pièces automatiquement ou avec son smartphone, etc. On rentre dans le résidentiel, mais avec une vision aussi de gestion énergétique et pas uniquement de confort ou d'utilisation avec des smartphones. Quelques sites sensibles, donc ça on reconnaît un petit peu la forme de ce que ça peut être. Ici c'est une usine de production de satellites où on a des conditions de travail aussi bien en confort thermique qui sont très très strictes que en éclairage, puisque quand on fabrique un satellite c'est bien de voir ce qu'on fait. Donc les quantités de lumière à apporter sur ces sites-là sont très élevées. Et puis de l'événementiel, donc on retrouve des boîtes de nuit, des choses comme ça, avec une gestion un petit peu différente, où là c'est plus tellement l'aspect énergétique, sauf dans le choix des sources lumineuses, mais c'est plutôt l'aspect dynamique et fiabilité, parce que ces gens-là apprécient très très peu qu'à 2 heures du matin ça tombe en panne. Alors, on va parler un petit peu des sujets suivants. On a vu beaucoup les sources lumineuses et la qualité des sources et l'évolution avec Joël tout à l'heure. Là, on va parler de pilotage et de gestion de lumière et de ce que peut apporter la LED en termes d'imagination. Donc, on va parler de l'existant, mais aussi des ouvertures pour les prochains bâtiments que vous pourriez avoir à appréhender. Donc, d'abord, les systèmes de contrôle de lumière. Ensuite, on va parler un petit peu de choses techniques, comme des drivers ou des ballasts communicants. C'est quoi? C'est la partie électronique qui permet d'alimenter la source lumineuse. Que ce soit des LED, que ce soit des tubes, que ce soit des ampoules fluorescentes, etc. On parlera notamment de DALI et de DMX. Ensuite, ces lampes ces sources lumineuses qui sont pilotables, il faut bien quelqu'un pour les piloter. Donc on va parler de contrôleurs communicants avec les 3 plus gros réseaux dont vous entendrez parler. Tout ça, c'est pour vous permettre d'appréhender plus facilement les différents documents et les discussions que vous pouvez avoir avec les intervenants dans la gestion de lumière pour savoir un petit peu ce qui se fait et jusqu'où on peut aller. On parlera de scénarios typiques de pilotage et puis ensuite, pour conclure, une petite ouverture sur jusqu'où on peut aller en gestion de lumière, d'énergie et de confort. Et pourquoi pas vous ouvrir un petit peu l'esprit à l'imagination pour en trouver encore d'autres, des solutions. On est preneur. Donc les systèmes de contrôle de lumière. Donc un système de contrôle de lumière, ça comporte plusieurs choses. On va dire ici, ça par exemple c'est le cerveau, l'intelligence qui va gérer la lumière. On va avoir une entrée qui va être l'entrée manuelle, l'utilisateur. Est-ce que l'utilisateur a envie d'allumer la lumière ou pas, que ce soit par des interrupteurs, des télécommandes, etc. On va avoir des détections de présence qui se font de plus en plus. On fait de l'économie d'énergie très simplement. S'il n'y a personne dans la pièce, si les gens ont oublié d'éteindre la lumière, on l'éteint. On va avoir des capteurs de luminosité
Donc les capteurs de luminosité qui vont nous informer sur la luminosité ambiante et qui vont nous permettre de réguler. Si on veut une consigne d'éclairement à 300 lux, on va baisser un petit peu les lumières pour atteindre 300 lux. Et si on a des fenêtres et que la lumière du jour le permet, qu'elle fait rentrer suffisamment de soleil, on va aller jusqu'à éteindre les lumières, même s'il y a quelqu'un dans le bureau. Et puis, on aura des équipements externes, que ce soit des programmes horaires, tout simplement, ou carrément des supervisions, donc un ordinateur qui supervise le bâtiment. Et en fonction de différents scénarios, il va pouvoir allumer ou pas les lumières. Une des fonctions intéressantes est de coupler les lumières aux informations de sécurité. Si on détecte un incendie, on va allumer les lumières. Alors même s'il fait jour, n'empêche que dans les couloirs, c'est pas forcément très bien éclairé. On a quand même envie que ce soit bien éclairé et qu'on se dirige dans le bon sens. S'il y a une alarme intrusion, on va éclairer le bâtiment complet. Ça évitera que les gens indélicats puissent se cacher facilement. C'est toujours mieux pour le gardien de voir de loin ce qui se passe. Donc on va tous ces éléments-là, qui sont des éléments d'entrée à l'intelligence du bâtiment, vont être traités en fonction de différents scénarios, de différentes programmations, de ce que le client veut au final, pour agir sur les éclairages. Alors, la gestion d'éclairage, ça va permettre de faire des économies d'énergie. Si on a une solution sans aucune gestion, uniquement l'interrupteur qu'on a d'habitude à l'entrée, donc on part de là, on dit qu'on ne fait pas d'économie. Ne serait-ce que mettre des programmes horaires pour tout couper dans le bâtiment à partir d'une certaine heure, on arrive facilement à 10% d'économie. Donc ça, typiquement, c'est carrément l'étage de bureau. On dit qu'à 21h ou 22h, quand les retardataires, on est vraiment sûr qu'ils soient partis, on coupe quoi qu'il arrive au disjoncteur. Donc c'est vraiment coupure sauvage de tout l'étage. Si on rajoute de la détection de présence, pour mieux cibler et non pas couper tous les tâches sauvagement à partir d'une certaine heure, mais mieux cibler les bureaux où il y a encore des personnes, on a à peu près 20%. Alors si on fait que de la gradation, on est à 29%, et si on mixe un petit peu le tout, qu'on fait de la gradation, donc la gradation, c'est l'ajustement automatique de la puissance lumineuse pour garder la consigne qu'on voulait, qu'on couple ça avec la détection de présence, on est à 49%. Avec des programmes horaires, on arrive encore un petit peu au-dessus. Et on arrive encore au-dessus, ce qui n'est pas noté là, si on ne fait pas de la détection de présence, mais si on fait de la détection d'absence. Alors la détection d'absence, c'est quand vous rentrez dans une pièce, ça ne s'allume pas automatiquement, même s'il y a besoin. C'est à vous de décider quand vous voulez allumer la lumière. Par contre, quand vous sortez de la pièce, ça s'éteindra automatiquement. Et on arrive à faire plus d'économie d'énergie parce que quelqu'un qui travaille à son bureau, le temps qu'il pense à aller allumer la lumière, il mettra toujours un peu plus de temps, il va attendre plus longtemps, il sera plus tolérant que l'intelligence du bâtiment qui, elle, dit quand c'est 300 lux, c'est 300 lux, et c'est pas à 250 que, ah oui, j'étais en train de travailler, je viens de me rendre compte que la lumière a baissé, qui commence à faire nuit dehors, ça y est, je vais aller allumer. Voilà. Donc aujourd'hui, on essaye de combiner détection d'absence, contrôle de luminosité et puis des programmes horaires. Alors les programmes horaires, qu'est-ce qu'ils vont permettre? Ils vont permettre soit de tout couper réellement pendant la nuit, soit d'avoir éventuellement des consignes différentes en fonction des moments de la journée pour optimiser encore la gestion d'énergie et puis du confort. Alors comment est constituée une solution complète de gestion d'éclairage? Donc on a l'électronique qui va gérer la source lumineuse. Donc là on peut imaginer qu'on a des LED, qu'on a des tubes, qu'on a des halogènes, etc. Donc n'importe quel type de source lumineuse est pilotable, hein, y compris dans l'éclairage public. Les sodium et iodure, qui sont des sources lumineuses un peu complexes, on arrive aujourd'hui à les piloter. Donc on a une électronique qui vient alimenter la source lumineuse. Donc soit des ballasts pour les tubes, soit des drivers pour les LED. Et puis ces électroniques pour alimenter les sources lumineuses, elles sont contrôlées par des contrôleurs, donc des équipements électroniques qui viennent leur envoyer des ordres.
à partir d'informations comme des capteurs de présence de luminosité, des télécommandes ou des technologies plus sympathiques comme les smartphones. Tout ça étant géré au-dessus par un superviseur. Donc souvent on a ce qu'on appelle un concentrateur. Quand on a plusieurs pièces à gérer, on vient gérer au global au-dessus l'étage, et puis au-dessus des étages, on vient gérer le bâtiment complet, souvent avec un ordinateur. Donc des choses qui sont complètement automatiques, avec la possibilité d'avoir du manuel grâce aux télécommandes. Donc souvent dans les cahiers des charges, on se retrouve avec des cahiers des charges où on veut tout automatique, de manière à être sûr que le bâtiment sera optimisé. Et puis au moment de la livraison du bâtiment, avec les premières expériences des utilisateurs, les gens aiment bien avoir la main pour quand même de temps en temps pouvoir changer les paramètres, garder la main. Malgré tout, on a fait pas mal d'études, ces moyens manuels sont peu utilisés. Il y a deux choses. Il y a l'aspect réellement nécessaire. Par exemple, je suis dans une salle de réunion, je veux faire une présentation PowerPoint ou n'importe quoi. Je veux manuellement baisser l'éclairage pour pouvoir faire ma présentation. Donc ça, c'est des contraintes réellement fonctionnelles. Il y a aussi les contraintes de confort, puisque quand on fait un bâtiment complet, si on met une consigne à 300 lux, chacun a sa sensibilité. Il y a des gens qui veulent un petit peu plus, des gens qui veulent un petit peu moins, etc. Mais d'une manière générale, on se rend compte que même si les gens souhaitent avoir la possibilité d'avoir la main, ils s'en servent assez peu. Je prends souvent l'image de la voiture avec la boîte automatique. Si elle était réellement tout le temps automatique, on râlerait parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, les voitures à boîte automatique, on peut débrayer et puis changer soi-même les vitesses. Il y a quand même très peu de monde qui le fait, mais on peut si on veut. Voilà. Donc on fait des systèmes qui sont automatiques, qui sont intelligents, qui gèrent le confort, qui optimisent les énergies, mais on laisse la possibilité à l'utilisateur malgré tout d'avoir la main pour gérer tous les cas atypiques, par exemple la présentation en salle de réunion, etc. Alors, pour vous éclairer un petit peu sur tout ce qui est sources lumineuses et puis pilotage des sources lumineuses, on va parler des drivers ou des ballasts. Alors, je mets toujours les deux noms parce que suivant les personnes, le vocabulaire change un petit peu. On parle souvent de drivers pour tout ce qui est électronique, comme les LED, et puis de ballast, c'est le nom un peu plus ancien pour les tubes fluo. Et on va parler des différentes technologies. Donc la plus simple, la on-off. Ensuite de la gradation, avec deux possibilités utilisées dans le tertiaire, et puis une autre possibilité qui est utilisée dans le scénic. Alors le 1 10 volts, comment est-ce que ça marche? C'est une gradation analogique sur deux fils. Quand vous entendez parler de gradation 1 10 volts, c'est simplement que de 0 à 100%, on applique une commande entre 1 et 10 volts sur le driver, et de là, le driver, son électronique, va appliquer la puissance nécessaire sur l'éclairage pour faire la variation. Donc, si on veut grouper plusieurs luminaires entre eux, par exemple, les luminaires qui sont au-dessus, imaginons qu'ils soient gradables en 0,10 volts, et bien on va les mettre en parallèle pour qu'une seule commande soit appliquée à tout l'ensemble en même temps. L'avantage, c'est que j'ai qu'une commande qui va tout piloter. L'inconvénient, c'est que si demain je décide de faire une partie avant et une partie arrière dans la salle, je vais être obligé de reprendre l'escabeau et de décabler et de recabler différemment pour avoir mes deux commandes. L'intérêt, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Le 1 10 volts, on applique une tension et puis ça varie. Donc il y a des avantages qui sont la simplicité, des inconvénients qui sont que quand on veut faire évoluer le bâtiment, faut remettre le lieu de travail. Ensuite, on a une technologie qui est maintenant très répandue, qui est le DALI. Alors le DALI, c'est un bus numérique qui va permettre de piloter les lampes. Alors l'installation est assez simple. On a beaucoup moins de câblage qu'avec le 1 10 volts, parce que si on veut faire plusieurs groupes de 1 10 volts ici, il va falloir avoir plusieurs commandes 1 10 volts. Donc si je veux 5 groupes, j'aurai 5 fils à passer pour mes commandes. En DALI, comme tout est en numérique, on les met tous sur une même commande et on va les adresser. On va dire par exemple le numéro 3 ici, je veux qu'il soit 50%, le numéro 10 ici, je veux qu'il soit à 70%. Et si jamais je change de scénario, j'ai pas besoin de mon escabeau, je viens simplement reprogrammer
les différents scénarios de gestion de l'éclairage. Un autre avantage du DALI est que vous avez le retour d'information. C'est-à-dire que c'est un bus qui est bidirectionnel. On peut commander les lampes, mais les lampes vont nous donner aussi une information en retour. À quelle puissance réellement elles sont, puisque on peut très bien, un fabricant de lampes peut très bien dire, moi ma lampe, j'interdis qu'on fasse de la gradation en dessous de 30%. Parce que suivant les spécificités, etc., en dessous de 30%, elle va scintiller ou elle va changer de température de couleur et je garantis plus les performances, par exemple. Donc, si j'envoie en DALI une commande à 10% d'éclairement, la lampe me renverra 30%, parce qu'elle ne veut pas descendre en dessous. Donc, j'ai cette information-là de retour d'état. Donc, quand je montre sur mon plan du bâtiment quelles sont les puissances, les pourcentages de commandes des lampes, j'ai la vraie information et pas quelque chose uniquement que j'envoie en espérant que la lampe a bien compris. Une autre information qui est très utile en termes de maintenance, c'est la lampe va dire, le ballast ou le driver qui est ici va informer l'utilisateur si la source lumineuse est éteinte. Par exemple, le tube fluo, il marche plus. Je lui ai demandé de s'allumer à 50%, mais si j'ai pas ce retour d'état, à moins d'aller voir, je le saurais pas. Donc là, en restant au même endroit, ou voire même de manière automatique, on peut recevoir des messages, des mails, des SMS, etc. Les gens qui s'occupent de la maintenance vont savoir, sans se déplacer, s'il y a des lampes qui sont défectueuses ou pas. Pour faire les campagnes de maintenance, on gagne beaucoup de temps quand on imagine des tours de bureau. Alors certes, c'est moins bon pour la santé que de galoper un peu partout pour aller vérifier si ça s'allume ou pas, mais on gagne en confort et en rapidité de maintenance derrière. Alors typiquement, voilà une application en DALI où on prend un contrôleur et on va avoir plusieurs lignes de luminaires. Alors on aurait pu tous les mettre sur une seule, parce qu'en DALI, on peut aller jusqu'à 64 luminaires sur un même bus. Après, si on en veut plus que 64, il faut mettre un deuxième contrôleur et puis retirer un autre bus. Donc on imagine 64 luminaires qu'on va pouvoir piloter soit par groupe, soit individuellement. Alors individuellement à 1 10 volts, c'est pas raisonnable, il faudrait 64 câbles à 1 10 volts. En DALI, on n'en a qu'un seul qui relie tout le monde. Et puis on va gérer les bureaux ici, par exemple 2 luminaires par bureau. Alors imaginons maintenant qu'on change la disposition des bureaux régulièrement, soit on vient rajouter une cloison ou en supprimer une. Par exemple, j'enlève celle-ci puis je fais un bureau un petit peu plus grand. Sans rien recabler, juste en programmation, on va dire que les luminaires, par exemple, là j'ai le 1, le 2, on va dire le 3, 4, 5, 6, et ben ils sont dans le même bureau. Juste en reprogrammation, et maintenant ma commande de luminaire gérera ces 4 luminaires-là comme étant un seul groupe. Donc des gains derrière au niveau de l'exploitation du bâtiment. Alors, ici, on voit l'autre réseau qui est là. On a la partie terminale, donc la commande vraiment des luminaires. Et là, ça, c'est le réseau qui va permettre de relier tous les contrôleurs, toutes les intelligences entre elles et de les centraliser pour que le bâtiment soit géré vraiment de manière globale. Ah, j'ai perdu quelque chose. Ah, non, voilà. Donc, dans les bus de communication pour faire de la gradation, on a parlé aussi du DMX. Donc le DMX, c'est vraiment un protocole qui est dédié pour tout ce qui est scénique. On ne l'utilise pas dans le tertiaire. C'est tous les équipements qu'on voit ici, que ce soit pour faire des boîtes de nuit, mais même des choses beaucoup plus simples. On a parlé d'un éclairage de façade d'hôtel. Les lumières varient un peu moins vite quand même que dans une boîte de nuit, mais c'est le genre de choses qu'on va faire en DMX de la même manière. Pourquoi ? Parce que le DMX étant un protocole très associé au monde scénique, on a énormément d'équipements qui permettent de faire des scénarios, des changements de couleur, des changements d'intensité, des animations, et énormément d'outils industriels qui permettent de faire ça très facilement. Par exemple, en DMX, si je mets sur le mur plein de lampes et que je fais une matrice de lampes, on va très facilement DMX pouvoir faire des images, des animations, etc. C'est le genre de choses qui sont pas prévues avec le DALI, qui est vraiment dédié aux éclairages comme on a ici.
Donc, pour résumer, en termes de pilotage de lampes, on a soit le on-off, bien sûr, soit le 110 volts, qui est une technologie quand même qui baisse beaucoup en part de marché, le DALI, qui est vraiment le bus de communication dont vous entendez ou entendrez parler pour tout ce qui est application de bureaux, les écoles, les sites médicaux, etc. Enfin, tous les établissements dans lesquels on met de la gestion d'éclairage. Et puis le DMX pour les applications un petit peu particulières, donc les théâtres, le scénique, les éclairements de façade, etc. Alors, là, c'est simplement pour expliquer qu'en DMX, on va relier les équipements les uns derrière les autres. On ne fait pas de choses en parallèle, en étoile, etc. On les met les uns derrière les autres. Le DALI, qui est ce que vous rencontrerez le plus dans les bâtiments tertiaires, c'est un bus qui, à l'origine, était uniquement sous forme de bus comme ça, et dont la technologie a été beaucoup améliorée par les grands de l'éclairage. Au début, il était polarisé, c'est-à-dire que si on se trompait sur un des luminaires, quand on a 64, là, qu'on inverse le plus et le moins, il n'y avait rien qui marchait. Donc après, il fallait jouer au chat et à la souris pour aller trouver où est-ce que c'était mal mis. Ça a évolué, maintenant c'est non polarisé. Donc non polarisé, ça veut dire que je prends les fils, je les mets dans un sens ou dans l'autre, les deux, ça fonctionne. On gagne beaucoup de temps quand on fait une installation de bâtiment. C'était censé être aussi uniquement en bus, c'est-à-dire que je vais jusqu'au numéro 1, puis du numéro 1 je vais au numéro 2, puis du numéro 2 au numéro 3, etc. Ça aussi, il y a eu beaucoup d'améliorations électroniques, même si on préconise toujours de partir en bus. Le DALI fonctionne pas trop mal quand même en étoile, on fait des dérivations. Alors bon, faut pas dessiner non plus énormément de dérivations, mais on peut s'autoriser un petit peu plus de flexibilité. Alors, on a parlé de la partie luminaire, donc l'électronique qui pilote les luminaires. Maintenant, on va partir sur les contrôleurs, l'intelligence qui est au-dessus. Je vais aller assez vite sur cette partie-là parce que c'est... on a évoqué un petit peu au début quelles étaient les entrées d'un contrôleur, hein, la présence, la luminosité, les actions manuelles, et puis bien sûr tout ce qui est programme horaire, etc. Là, simplement pour vous parler un petit peu des protocoles que vous pouvez rencontrer, les principaux, le LON, le BACnet et le KNX. Donc ça, ce sont des noms de protocoles. Donc le LON, on va pas lire tout le texte. Le LON, c'est quelque chose qui a été développé par cette société-là il y a longtemps, je ne devais pas être né, je dirais il y a 40 ans, quelque chose comme ça, et qui est très utilisé dans la gestion d'éclairage. Pourquoi? C'est un bus qui est assez rapide et qui est un bus, on dit événementiel. C'est-à-dire que si on est plusieurs sur le même bus, on ne parle pas chacun à notre tour, c'est celui qui a besoin de dire quelque chose qui va le dire tout de suite. Et ça, en gestion d'éclairage, c'est très important. Imaginons que j'ai un contrôleur qui reçoive l'interrupteur à l'entrée de la salle. Si il est obligé d'attendre son tour pour dire à tout le monde faut s'allumer, ça va être perceptible parce que l'être humain il perçoit très vite les variations de lumière. Donc si vous appuyez sur le bouton et que ça met 1 seconde pour s'allumer, c'est très désagréable. Vous allez commencer à appuyer sur le bouton dans l'autre sens parce que vous comprenez pas pourquoi ça s'allume ou ça s'allume pas. Donc il faut que ça soit très rapide et le LON est un bon protocole pour faire communiquer les contrôleurs entre eux sur de la gestion d'éclairage. Le BACnet, qui est un protocole qu'on rencontre plus aux États-Unis à l'origine, mais qui est maintenant présent aussi en Europe, c'est un protocole avec une vision un petit peu différente. C'est plutôt chacun parle quand il a le droit de parler, donc c'est chacun son tour. Il y a eu des évolutions qui permettent maintenant d'aller un petit peu plus rapidement, mais c'était un protocole qui était très utilisé dans tout ce qui est gestion climatique, hein, les chauffages et climatisation, parce que là, quand on met en route un ventilateur ou quand il faut que le chauffage s'allume, on n'est pas à 1 seconde près. Maintenant, c'est un protocole qui s'est beaucoup développé, non pas sur la gestion d'éclairage, mais juste vraiment sur la fin du réseau, très près des PC. Parce qu'il a énormément de capacité à transférer des données, il est très très évolué pour ça. Et donc on se retrouve avec ce qu'on appelle le bus de terrain, qui est plutôt du LON par exemple pour de la gestion d'éclairage.
Mais ensuite, quand il faut relier tous les étages entre eux ou relier, voire même des bâtiments entre eux, c'est le BACnet qui par habitude est plus utilisé. Et puis on a le KNX. Alors le KNX qui est un protocole qui est utilisé en domotique, donc ça on le retrouve dans les maisons, dans le résidentiel, et qui a plein de petits accessoires pour la gestion de la clim, du chauffage, de l'éclairage, des stores, y compris de la télévision, de tout un tas de choses dans la maison, et qui est très très utilisé en Allemagne, et qui commence à se développer un petit peu dans les autres pays européens. Donc ça, c'est les 3 protocoles que vous rencontrerez quand vous verrez ces noms-là. Vous voyez un petit peu de quoi ça parle. C'est les protocoles qui permettent de relier les intelligences entre elles. Alors un scénario typique de pilotage, on va créer des tableaux comme ça où en fonction des occupations, de programmes horaires, de différents niveaux, on peut avoir des tâches avec différents niveaux d'éclairement, de gradation en fonction de la lumière du jour. On va gérer différents scénarios dans les bâtiments et rarement on a un seul scénario dans un bâtiment. Je vais avoir un scénario pour les horaires de bureau de 8h à midi et de 14h à 18h. Je vais avoir un scénario pour le midi, je vais avoir un scénario pour le matin très tôt avant que les gens arrivent et un scénario pour le soir tard pour faire baisser gentiment le bâtiment. Donc on va faire en fonction de la détection de présence, des plannings, des plusieurs niveaux dont on a parlé. Alors ces plusieurs niveaux, c'est soit pour du confort en fonction de l'heure de la journée, soit aussi pour ce que j'ai évoqué au tout début, les effacements. Notre fournisseur d'énergie préféré nous dit qu'il y a tout le monde qui demande du chauffage parce qu'il fait très froid dehors. On va baisser un petit peu la lumière. C'est agréable d'avoir chaud quand même quand on est au bureau. Et si on a un petit peu moins de lumière, mais un petit peu, de manière à ce que ça reste confortable pour travailler, c'est pas très grave. Voilà. Il vaut mieux ça plutôt que tout disjoncter en général. L'adaptation aux tâches de travail, puisqu'on va dire si je suis dans un atelier, je mets beaucoup de lumière parce que je fais des travaux manuels de précision. Si je suis dans un bureau, j'en mets un peu moins. Si je suis dans une salle de réunion, j'en mets beaucoup moins. C'est pas pour laisser les gens dormir, c'est parce qu'en général, quand on fait des présentations, c'est plus agréable d'avoir une lumière tamisée. Un petit peu de gestion de lumière naturelle. Alors, la lumière naturelle, je vais en reparler un petit peu plus tard. Il y a 2 moyens d'avoir de la lumière naturelle. Il y a les fenêtres et il y a aussi les puits de lumière. Vous avez un fabricant parmi d'autres qui expose des produits à l'extérieur. C'est intéressant d'aller regarder. Et évidemment, vous amenez du confort parce que la lumière naturelle, c'est quand même ce qui est le plus confortable pour le corps humain. Et vous amenez des économies d'énergie puisque plus il y a de lumière naturelle, moins il y a besoin de lumière artificielle. Alors, pour conclure, je vais parler de gestion élargie de la lumière, puisque ce qu'on a vu, ce sont les fonctions qu'on utilise aujourd'hui dans les bâtiments. En fonction des budgets des gens, on a vraiment tout l'éventail, simplement du programme horaire, ou à la détection de présence, ou à la gradation, etc. On a vraiment tous les projets possibles systématiquement. Donc aujourd'hui, on a des métiers qui sont séparés. On sépare la lumière, les stores et la CVC. La CVC, c'est clim, ventilation, chauffage. J'ai des contrôleurs pour la lumière, j'ai des contrôleurs pour les stores de manière automatique, alors qu'ils deviennent de plus en plus intelligents. En fonction du soleil, on sait orienter les lamelles des stores pour faire rentrer de la lumière, mais pas faire rentrer la chaleur pour le confort. Et puis la clim qui se gère automatiquement en fonction de consignes de température. Souvent, c'est séparé, même si on commence à parler de liaison de toutes ces choses-là. Détection de présence, détection d'absence, on en a parlé. Mesure de luminosité. Alors les dérogations manuelles, c'est la télécommande ou l'interrupteur. Des scénarios, et puis on commence à travailler sur des idées de délestage. Actuellement, et sur une durée de 1 an, là, je travaille avec EDF, qui est très très moteur dans les innovations, les tests, etc., sur un projet de bâtiment où on a mis plein de scénarios d'éclairage différents, donc des sources lumineuses différentes, du direct, de l'indirect, des lampes de bureau, des scénarios de la régulation différentes, et puis on travaille aussi sur du délestage. Et on fait plein d'enregistrements et on vérifie si les gens acceptent, tolèrent ou détestent.
Donc c'est une étude qui est à la fois technique, économique pour l'énergie et liée aussi au confort et à l'acceptation des personnes pour essayer de proposer à l'avenir des solutions qui prennent vraiment le meilleur de tout, en confort et en économie. Alors demain, l'idée c'est d'intégrer la lumière avec les stores et la CVC, puisqu'on dit par exemple en été, je ferme mes stores pour éviter de faire rentrer la chaleur et donc de dépenser de la clim, mais si je ferme mes stores, j'allume la lumière. Donc il faut avoir des modèles suffisamment intelligents pour dire si j'allume mes lumières, ça me fait consommer tant de watts, si j'allume la clim, ça me fait consommer tant de watts, et travailler aussi sur le confort humain, puisque travailler dans un bureau qui est complètement fermé, c'est pas très agréable, on aime bien avoir la lumière du jour. Donc on oriente les lamelles de manière à faire rentrer la lumière du jour, mais pas les rayons directs du soleil pour chauffer, donc on fait des économies sur la clim. On va peut-être monter un petit peu la lumière artificielle, mais pas trop. Gestion de la lumière naturelle. Les gens commencent à être sensibilisés au fait que la lumière naturelle a de gros apports, évidemment en termes d'économie, puisque le soleil pour l'instant on ne le paye pas, mais aussi en termes de confort pour la qualité de l'éclairement. On sait tous, quand on regarde un petit peu les émissions, qu'on est très sensible à la qualité de la lumière du soleil d'un point de vue de la santé. J'ai vu des exemples de bâtiments où typiquement une salle de sport ou une piscine olympique avec des puits de lumière. Donc beaucoup de puits de lumière bien répartis de manière à ce que l'éclairement soit bien uniforme, que ça soit agréable. Et vous avez une ambiance vraiment fantastique à l'intérieur avec 0% d'éclairage artificiel. De jour. Parce que de nuit, on a toujours, quoi qu'il arrive, quand on fait de la gestion, quand on fait de l'éclairement avec des puits de lumière, on a toujours à côté de l'éclairage artificiel, de manière à compenser que ce soit les jours d'orage ou que ce soit le matin tôt ou le soir. Mesure de luminosité avec consigne adaptative. Beaucoup aujourd'hui de produits, on a une consigne, on met 300 lux, 400 lux, 500 lux, etc. Une des idées, c'est de suivre le rythme naturel d'une journée, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes lux dehors le matin quand on arrive à 8 heures que le midi ou que le soir quand on repart. Et plus on est dans des conditions naturelles, mieux on travaille. Le but, c'est d'être efficace au travail aussi, et que l'employeur soit content qu'on abatte plus de travail et qu'on soit en bonne santé. Donc l'idée, c'est de suivre ça, aussi bien avec des températures de couleur qui peuvent évoluer dans la journée, que des consignes de luminosité qui peuvent évoluer aussi pour qu'on ait un bureau qui soit le plus confortable. Donc on a parlé des qualités des sources lumineuses, les températures de couleur, les indices d'éblouissement, etc. On parle aussi maintenant de l'intensité dans la gestion et des choix de couleurs. Les LED autorisent beaucoup de choses pour pouvoir faire varier la couleur légèrement dans la journée, passer de température chaude à température froide pour suivre plus le rythme naturel. Et puis, ce qu'on est en train d'expérimenter, des idées de délestage. Les premières versions de délestage, c'était on coupait une partie des bureaux ou une partie de l'éclairement, etc. C'était un petit peu sauvage, c'est du on-off. Aujourd'hui, on fait du délestage intelligent, on sait anticiper quand il y aura besoin de faire du délestage pour les producteurs d'énergie. Et donc, on sait faire en sorte que notre bâtiment commence à en consommer moins un petit peu avant, pour éviter de tirer sur la corde et qu'on fasse toujours du réactif, c'est-à-dire qu'il y a trop de consommation, donc je réagis, je vais baisser la consommation. C'est toujours mieux pour tout le monde d'anticiper de manière à éviter les pics. Sachant qu'on sait tous que l'énergie, en termes de coût, va augmenter, et un des schémas de facturation de l'énergie, c'est de mettre un maximum sur votre installation. On dit par exemple 100 ampères, et puis si vous dépassez 100 ampères, le prix de l'électricité, il est plus au même prix, il va être 10 fois plus cher. Donc le but, ça va être que votre bâtiment, vous sachiez faire des délestages avant de prendre la punition de la surfacturation. Et puis, il y a de la place encore en dessous, et on peut tous avoir de l'imagination pour faire des propositions de gestion d'éclairage.
que ce soit dans un bureau ou dans une pièce, sur un étage, un niveau, un bâtiment, voire un quartier. C'est ce qu'on appelle maintenant les smart grids, donc les smart buildings, le smart lighting pour l'éclairage, et les smart grids pour carrément les quartiers, les environnements, que ce soit les bâtiments, les usines, etc. Donc une idée d'un bureau, par exemple, on aurait de la lumière naturelle qui arrive avec des stores qui vont empêcher la chaleur de rentrer. Une partie des stores, ça existe déjà ça. On a un tiers, 2 tiers par exemple, qui réfléchit la lumière vers le plafond. Comme ça, vous avez une ambiance lumineuse avec de la lumière réfléchie. Vous avez des puits de lumière et vous avez bien sûr du contrôle d'éclairage artificiel. Et le tout vous permet d'avoir le confort et l'économie d'énergie. Il y avait une petite animation. Et la télécommande, puisqu'on veut tous avoir la main pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir reprendre la main de manière manuelle. Voilà. Merci à vous.